il fait un froid de canard aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'il fait pas chaud. Mais on est ici pour une bonne cause. Ça réchauffe le cœur, mais pas mes orteils. Achetez nos décorations de Noël, elles sont faites par les enfants du quartier. C'était une bonne idée, ces créations. Avec la vente, ils vont pouvoir boucler le budget pour leur projet de voyage. C'est quoi ça, Delphine? Quoi? C'est une guirlande. Je l'ai réalisée moi-même pour décorer un peu le stand. Tu te moques de moi? Non, pourquoi? Tu peux me dire pourquoi tu installes des guirlandes avec des trains? Parce que là, je vois pas trop le rapport avec Noël. Pourtant, c'est limpide. Devine? Ah non, pas de devinette aujourd'hui. Tu me ranges tes petits trains et tu remets les guirlandes et les branches de houx. Mais enfin, les trains postaux, c'est aussi Noël. Quoi? Qui est-ce qui emporte les milliers de lettres d'enfants au Père Noël, d'après toi? La poste. Exactement. Et pendant longtemps, le courrier était acheminé par des trains postaux. Direction la Laponie. Ah oui. Et dis-moi, Sorette, c'est quelle gare pour la Laponie? La gare du Nord, forcément, grande dadée. Achetez nos décorations de Noël, elles sont faites par les enfants du quartier. Je me demande si je vais pas commander une nouvelle sœur, moi, cette année à Noël. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Si je vous dis train postal, à quoi pensez-vous? Vous pensez peut-être train jaune, cinéma ou encore fait divers avec le fameux casse du siècle, mais nous y reviendrons plus tard. Vous pensez peut-être un peu moins au voyage de nos lettres sur les rails. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des trains postaux, et surtout de ceux qui les ont fait vivre, les fameux ambulants, ces seigneurs de la poste, comme on disait. Mais n'allons pas trop vite. Remontons le temps et faisons escale chez Louis XI et Henri IV. On les présente souvent comme des précurseurs de la poste. Louis XI aurait créé les premiers relais de poste à la fin du XVe siècle. Des relais distants de 28 km, soit 7 lieues, comme les bottes. Mais il ne transportait que le courrier du roi. Pour ce voyage dans le temps, c'est Sébastien Richer qui nous accompagne. Il est historien au comité d'histoire de la Poste et auteur d'une thèse sur le développement de celle-ci au XIXe siècle en Normandie. Il y a plusieurs dates de création de la Poste, tout dépend de ce qu'on entend, si on a une approche utilitaire, si on a une approche régalienne, une approche financière et comptable, ou une approche organisationnelle. Il y a une certaine historiographie qui évoque le rôle fondamental de Louis XI, au XVe siècle. Depuis que je fais ce métier d'historien, j'essaye de la combattre, parce qu'en fait Louis XI a remis au goût du jour un système hyper régalien de transmission de l'information par les routes royales, selon la vitesse du galop du cheval. Les Romains avaient déjà fait ça par le cursus publicus. Les missi dominici de Charlemagne ont aussi cette fonction. Puis les grands empires orientaux de l'Antiquité avaient déjà aussi pensé à cette notion d'acheminement de l'information dans une dimension uniquement régalienne. Je trouve que Henri III et Henri IV, qui donnent l'autorisation à leurs chevaucheurs justement de prendre des courriers qui ne sont pas issus du fonctionnement de la cour et du pouvoir central, c'est déjà une avancée qui correspondrait plus à la dimension œcuménique et avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, populaire de l'utilité de la Poste. Voilà. Et puis, à contrario, si je fais le grand écart, la Poste, elle naît en tant que marque dans les années 1980. La marque déposée à l'INPI, soutenue par le fameux slogan publicitaire « Bouger avec la Poste », c'est quelque chose d'assez récent. Avant, elle existait en tant qu'institution et administration publique, au sein d'un ministère, des postes et télégraphes, puis poste, télégraphe, téléphone, qui s'est formé progressivement sous la Troisième République, 1879, 1889. Donc les dates, elles sont nombreuses, et je pense qu'elles sont constitutives les unes avec les autres. Ce serait plus intéressant de relier les différentes phases de constitution de la Poste avec un certain roman national. Ça, c'est plus riche. Et en même temps, ça reste tellement infime, puisqu'un pourcentage absolument négligeable de la population a l'utilité de la Poste, parce qu'il faut quand même rappeler une base. Pour se servir de la Poste, il faut savoir lire et écrire.
Et deuxièmement, il faut être capable de payer le coût du port de la lettre, parce qu'on est très loin encore de la péréquation tarifaire, et c'est le timbre, le 1er janvier 1849, qui va venir neutraliser le territoire et donc faire baisser drastiquement le coût de l'acheminement des lettres. Et si on corrèle ça à l'école laïque gratuite et obligatoire de Jules Ferry, on voit bien que la Poste, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, elle se fédère et elle se construit plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc en fait, c'est un phénomène assez récent. Je lui ai aussi demandé quel était le trajet que fait ma lettre une fois glissée dans la boîte aux lettres. Le parcours d'une lettre commence déjà par sa captation, par le relevage des boîtes à lettres. Alors au XXe siècle, on va prendre la dimension unique dans la journée, sachant qu'à Paris, durant les 30 Glorieuses, il y avait plusieurs passages pour le relevage des boîtes à lettres. Mais on a une époque où l'essentiel des informations passe par l'activité PTT, et à l'intérieur de cela la Poste. Donc évidemment, la Poste est utilisée et on y a recours plusieurs fois par jour. Donc les PTT mettent les moyens, il y a plusieurs relevages de boîtes à lettres. Mais donc on relève la lettre lors des tournées de relevage des boîtes aux lettres, puis le courrier est ramené à un point centralisateur. Alors si vous êtes dans une commune française où il y a un bureau de poste, la lettre est ramenée dans ce bureau de poste. Elles sont toutes regroupées ensemble dans l'après-midi. Puis, alors si on est plutôt vers la fin du XXe siècle et pas au début du XXe siècle, elles sont ensuite amenées dans un centre de tri. Soit un bureau-gare, lorsqu'il y a une gare, pour y être classé par grandes orientations de direction, soit une plateforme de tri, qu'elle soit industrielle ou non, pour être immédiatement traitée par les machines de tri. Et évidemment, la date de 1972 est une date pivot parce que c'est la mise en place du code postal à 5 chiffres qui cache le plus grand programme d'industrialisation des PTT de son histoire. C'est-à-dire qu'on va passer d'un tri manuel des lettres à une indexation. Alors une lecture, indexation et tri mécanique, les 3 phases du courrier. Une fois que ce courrier est ou bien préparé ou bien déjà pré-trié par les machines, il va passer dans la phase d'acheminement général sur tout le territoire. Alors essentiellement jusque dans les années 70 par voie ferroviaire à l'échelle du territoire. Après cette date, on passe plus à un acheminement routier massif à partir du dernier tiers du XXe. C'est un centre de tri courrier qui se met en relation avec un autre, donc le courrier circule par chemin de fer ou par camion, et le courrier va être à nouveau trié, cette fois-ci dans une dimension intra-départementale, pour préciser et affiner la direction ultime. Ensuite, le courrier va être acheminé en voiture, cette fois-ci, au bureau de poste distributeur, le plus proche de ce centre de tri, et dans un dernier temps, le facteur va recevoir les facteurs vont avoir le tri général à faire le matin, l'ensemble des lettres à destination de la circonscription postale qu'ils ont à gérer. Donc le tri se fait de façon générale, la première phase par tous les facteurs qui dispatchent les lettres en fonction des grands types de tournées. Ça veut dire qu'un facteur connaît les dimensionnements géographiques de toutes les tournées dépendant du bureau de poste dans lequel il est, pour rapidement classer. Et dans une deuxième phase, chaque facteur va organiser le parcours de sa tournée dans l'ordre qui lui convient. Mais il y a une grande règle, c'est de partir d'un point le plus proche du bureau de poste, puis en faisant la technique du tricotage, c'est-à-dire en passant des numéros impairs aux numéros pairs, d'un côté et de l'autre du trottoir, pour réaliser sa tournée, on va dire, qui commencera vers 8h30, 9h le matin, jusqu'au début de l'après-midi. Là, je parle d'une période majoritaire au XXe siècle. Les choses ont notoirement changé à la toute fin du XXe siècle, au début du XXIe, suite au progrès technique, mais aussi à la baisse drastique du courrier. Le train va changer beaucoup de choses pour le transport postal. L'apparition du chemin de fer au XIXe siècle met un terme à un usage millénaire, le transport par cheval. Dans un premier temps, les dépêches de la poste aux lettres sont enfermées dans des coffres ou logées dans des compartiments de voitures. Par la suite, la malle-poste est transportée sur une plateforme de wagons jusqu'à l'extrémité de la section et ensuite acheminée par la route. Et très rapidement sont créés des bureaux ambulants. Une poste nouvelle est née. C'est un vrai grand changement dans la mesure où, autour de l'adoption du transport ferroviaire du courrier, vont venir se greffer des dimensions de chronopolitique. La première, c'est la nécessité pour l'administration des postes au XIXe siècle de faire cohabiter ensemble la poste aux chevaux, donc basée sur le galop du cheval sur les routes royales principales, et l'émergence du chemin de fer, premier bureau de poste ambulant en 1845 sur le Paris-Rouen, de conjuguer les deux en faisant baisser la part du transport routier hippomobile,
et en le redirigeant vers le transport ferroviaire qui se développe. Tant et si bien que la poste aux chevaux va être démantelée à partir de 1872. Une époque, par exemple, où le nombre de lignes ferroviaires est déjà à près de 120 à la fin du siècle. Il y aura par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, près de 300 lignes ferroviaires desservies par ce qu'on appelle un bureau ambulant. Au XXe siècle, en plein cœur du XXe siècle, c'est un rapport de 80% pour le ferroviaire et 20% répartis peut-être à 17 et 3% entre la route et l'aérien. Il y a de l'aérien intérieur au XXe siècle, sur des grandes distances, mais quand même très limité. La route vient en complément des grandes irrigations par la voie de chemin de fer. Donc c'est une dimension massive. Donc le premier moment, donc, c'est cette cohabitation pseudo-lenteur routière, même si ça va au galop, et colossale accélération par le train. Le deuxième moment, c'est l'organisation autour du train du réseau de tri et d'acheminement. Parce qu'évidemment, il a fallu mettre des nœuds autour du train, des points nœuds d'eau, ce qu'on a appelé d'abord les bureaux-gares, qui sur la fin de la période sont devenus déjà des centres de tri, avant de disparaître eux-mêmes à la fin du XXe siècle, remplacés par les plateformes industrielles courriers, qui, elles, témoignent d'un retour en force de la route. Parce qu'elles ne sont plus le long des gares au cœur des villes, mais elles sont dans les zones industrielles des chefs-lieux départementaux ou des autres grandes villes d'importance. Le rail et la vitesse ferroviaire, c'est ce qui va structurer fondamentalement le credo de la Poste, qui devient, après 1969 et la grande réforme du courrier, le credo du J+1. Le J+1, c'est pas une loi, c'est pas un décret régalien, c'est pas l'État qui donne l'injonction à la Poste de distribuer le maximum de choses le lendemain de son dépôt avant une certaine heure. C'est la Poste qui, par une réforme tarifaire, va décider de scinder les flux en deux pour mieux les gérer, avec le courrier ordinaire et le courrier urgent. Sébastien vient de mentionner les ambulants. Revenons sur ce point. Un peu de jargon pour commencer. Ambulant. Ça vient du latin ambulens, du verbe ambulare, marcher, se promener. On peut d'ailleurs facilement faire un parallèle avec le terme cheminot, qui qualifiait à la base les ouvriers parcourant les chemins, marchant pour se faire employer. Au début, il n'y a pas toujours d'ambulants dans les trains. Parfois, un simple courrier convoyeur transporte par train des courriers entre des bureaux sédentaires de la ligne. Mais rapidement, les choses se structurent. Un homme en France semble être à l'origine du service des ambulants. C'est François Donat Blumstein, l'inspecteur des postes d'Alsace. Face au déclin du transport hippomobile et à l'inéluctable marche en avant du chemin de fer, il obtient, en 1842, l'autorisation de transporter, sous sa responsabilité, des dépêches sur la ligne. Dès 1854, les bureaux ambulants sont définitivement admis dans l'organisation normale de l'administration des postes. Le premier bureau ambulant français est donc lancé sur la ligne Paris-Rouen. La compagnie ferroviaire fait construire et devra entretenir les wagons. Attention, c'est du grand luxe. Des wagons de 4,80 m de long, 2,40 m de large, 2 mètres de haut. L'administration paiera 200 000 francs par an à la compagnie pour le service. Mais une retenue de 25 francs par heure de retard est prévue. Les premiers wagons sont en bois, donc sujets aux variations climatiques fortes. Ils sont également très fragiles et dangereux pour les agents en cas d'accident. Et à l'époque, c'est assez fréquent. Le directeur général des postes, Édouard Vandal, est créé en 1867 aux compagnies. Un de nos wagons, les plus récents, a été brisé complètement dans un choc. Si vous exigez des wagons en sapin, je serais obligé de demander des employés en fer. L'un des exemples les plus marquants est la catastrophe de Melun, le 4 novembre 1913, dans laquelle 14 postiers perdent la vie. Ce jour-là, le train-poste numéro 11, Paris-Marseille, est percuté par un rapide. Cela provoque un incendie dû à l'explosion d'un réservoir à gaz. Sur les photos, c'est une véritable zone de guerre. Il faudra pourtant attendre encore longtemps et de très nombreux accidents mortels pour qu'en 1927, un programme de construction de nouveaux matériels en acier soit lancé. Mais revenons à nos ambulants et essayons d'en savoir un peu plus sur eux. Le 24 janvier 1845, pour le Paris-Rouen, il est stipulé que les voitures ou bureaux ambulants devront pouvoir contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés,
pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange des dépêches dans des différentes stations. Les ambulants étaient surnommés au sein des PTT les seigneurs de la poste. Par eux-mêmes. C'était eux-mêmes qui s'étaient conféré ce surnom emblématique et supérieur aux autres. Tout simplement parce qu'ils étaient au cœur du système. Les ambulants s'arrêtaient au XXe siècle, la poste s'arrêtait. Plus tard, dans les années 70-80, il y aura de grandes grèves au PTT. La grande grève des camions jaunes, par exemple en 88, porte bien son nom. C'est parce que les camions s'arrêtent que la poste est paralysée. C'est pas parce que les ambulants s'arrêtent. Ceux-là sont déjà en perte de vitesse à la fin des années 80. Donc les seigneurs de la poste, parce que ils tenaient le haut du pavé et que leur rôle fondamental dans l'accomplissement de l'acheminement postal était réel et central. Seigneurs aussi, certainement en lien avec les conditions absolument folles de travail de ces agents dans les wagons dédiés au tri, mais aussi autour de ceux responsables de l'acheminement. Alors parfois, un ambulant faisait les deux. Il faisait à la fois le transbordement, puis après le tri en mouvement dans le wagon. Et avec des horaires décalés, évidemment. Aujourd'hui, on a ça dans les centres de trafic, dans les grandes plateformes industrielles de la poste, où il y a encore des agents, tout n'est pas mécanisé, qui ont des horaires de travail qui ne ressemblent pas à la norme de la société. Pour autant, on ne les qualifie pas de seigneurs de la poste aujourd'hui. Donc il y a cette dimension dureté du travail, mais aussi sentiment d'une corporation à l'intérieur de la corporation des postiers, et ce sentiment d'être au cœur du système, et que si on décide d'arrêter le cœur du système, plus rien ne fonctionne. C'est un métier physique, essentiellement masculin. Il n'y a pas de femmes dans les ambulants, en tout cas jusqu'à très très tard. Alors, un fort esprit de corps, évidemment, donc machiste, sinon masculin, du moins dur au mal, avec évidemment tout un folklore autour de la bravoure, de la force physique, de l'alcool. C'est un univers dans l'univers, les ambulants, avec son propre jargon et ses techniques de travail. Alors c'est un métier physique certes, mais qui demande évidemment. Mais les postiers qui passaient les concours pour rentrer évidemment aussi comme facteurs, mais à différents grades, même contrôleurs, avaient un niveau de géographie qu'on qualifierait aujourd'hui d'excellence. Il n'y a pas de GPS, il y a certes des grands tableaux de référence, mais lorsque dans le tri en wagon se fait juste à la vue de l'adresse, vous devez être capable dans les 2 secondes de mettre la lettre dans le bon bloc de direction pour qu'elle poursuive son chemin. Et les cadences de tri, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais étaient à des niveaux très élevés que les ambulants devaient assurer en matière de concours et de recrutement. C'est-à-dire qu'il y avait des tests réguliers pour savoir s'ils étaient capables de tenir le rythme de tri qui était imposé par le fonctionnement du convoi de chemin de fer. Ces ambulants forment une entité à part, ni tout à fait dans les services postaux, ni dans les chemins de fer. C'est donc un personnel avec ses habitudes, ses pratiques, son jargon. Dans le travail aussi, ils sont à côté, avec des grades et des rémunérations différentes. Mais comment devenait-on ambulant ? On pouvait venir d'autres branches d'activité des PTT, mais il y avait forcément un test d'entrée sur le tri, puis des questions sociales, sur la capacité à endurer le travail de nuit, etc., etc. Et on pouvait même entrer aux ambulants, après avoir travaillé donc dans d'autres métiers de la poste, mais beaucoup plus rarement en arrivant comme premier emploi au PTT. Ça n'existe quasiment pas chez les ambulants. Il y a toujours une phase d'abord de découverte de l'administration des PTT, ou de travail, donc soit à la distribution du courrier, soit même au service financier, pourquoi pas, soit chez les lignards aux télécoms, puisque n'oublions pas que les passerelles post-télécommunications sont évidemment au fait et fonctionnent au XXe siècle, avant la séparation des 2 maisons. L'ambulant n'est pas facteur, puis il n'est pas guichetier non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un fort esprit différenciant, segmentant, ramenant à l'esprit de corps vraiment quasi fermé. En tout cas, lorsqu'ils sont entre eux, lorsqu'ils travaillent. Alors que certes, on peut, par des concours, examens et mises à niveau, on peut changer, on peut passer de facteur à ambulant. En tout cas, on peut l'ambitionner et essayer. Mais une fois que le recrutement est fait et qu'on est dans son vase clos professionnel, on se sent certes postier, mais peut-être un peu moins postier que le facteur ou le guichetier. On est ambulant, avant d'être postier. Les vacations se découpent en 2 parties, un travail en gare et le parcours. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on estime que les vacations pouvaient durer entre 12 et 16 heures. Alors, avant de partir, donc le wagon stationne à quai, et donc il y a la manutention des sacs à installer donc, dans le wagon, donc, qui se fait aussi bien par les ambulants qui vont embarquer
que par les quelques agents qui sont bureau-gare, qui eux vont rester et qui aident les agents. Et puis après, c'est l'ouverture des sacs et le tri par grande direction jusqu'au point de passage suivant. On n'attend pas le terminus. Il peut y avoir des gares temporaires d'arrêt à d'autres bureaux-gares qui permet d'évacuer déjà les premiers courriers dont on a besoin de se débarrasser le long de la voie. Donc c'est du tri depuis la gare de départ, mais c'est aussi de la récupération de sacs aux gares intermédiaires. Donc aussi de la manutention, en général moins, parce que souvent les agents qui sont fixes qui le font, mais il y a une collaboration entre les deux. Et donc c'est à la fois du tri pendant que ça circule, mais aussi de l'incorporation de lettres supplémentaires à trier et à achever, à mettre au clair avant l'arrivée au terminus. Les conditions de travail sont dures pour ces ambulants. Nous l'avons vu, les wagons sont pendant très longtemps très exigus, de mauvaise qualité, fragiles. À l'intérieur, les agents sont debout, avec une quasi-impossibilité de s'asseoir. L'espace est restreint, poussiéreux, encombré, la cadence est élevée. On estime, dans les années 1880, qu'en plein coup de feu, un bon trieur classait 2500 à 3000 lettres à l'heure. En 1870, François-Frédéric Steenekers, le directeur général des télégraphes et des postes, déclare: les employés des ambulants doivent avoir un corps de fer, des yeux de lynx, des doigts de singe, la souplesse élastique du clown, la dextérité de l'équilibriste, l'intelligence rapide du praticien et du zèle par-dessus le marché. Comme nous l'avons vu, tout n'est pas rose dans la vie des ambulants. Alors, face aux risques et au manque de considération, en 1886, les ambulants décident de se regrouper dans une association, la Société de protection mutuelle des employés ambulants des postes, plus connue sous le nom Coup de tampon. Elle a pour objectif d'aider moralement et financièrement les agents victimes d'accidents de chemin de fer et de les accompagner dans les actions en justice. Comme je vous l'ai raconté dans un précédent épisode d'Il était une voix, le TGV a été une révolution pour les chemins de fer, relançant d'une certaine façon la marche en avant du ferroviaire. Il y a sans doute un parallèle à faire pour les trains postaux. Une sorte d'apogée semble être atteint à la fin des années 30. La grande famille des ambulants compte alors 4000 hommes qui sillonnent la France. Mais, peu à peu, le déclin est en marche, et le TGV va être, pour un temps, une solution pour le transport postal. Mais un transport postal différent. Alors, au moment où il entre en service, en 1984, les ambulants vont être démantelés en 1995. Donc 10 ans après, grosso modo, l'arrivée du TGV. Ce qui fait l'importance du TGV, c'est son positionnement géographique. C'est-à-dire qu'il va irriguer le sillon rhodanien. De Paris à Marseille en passant par Lyon. C'est-à-dire qu'il va mettre en relation les 3 plus grandes villes de France. Son autre révolution, c'est qu'il va intérioriser le transport par conteneur, tel qu'il était déjà pratiqué dans l'aérien postal, mais la même logique va être appliquée depuis la gare de Charolais, à côté de Gare de Lyon, à une mise en conteneur du courrier et à une meilleure sectorisation et un traitement industriel optimisé. Donc il va prendre une place assez rapide, je vais dire dès la fin des années 80, le temps que la machine se lance, 84, années 90, les ambulants disparaissent dans la première moitié des années 90, et jusqu'à sa disparition en 2015, le TGV va être un vecteur majeur autour duquel vont s'organiser les lignes d'acheminement routier du courrier pour le faire converger le long de ce sillon rhodanien, tant et si bien que de Paris à Marseille, c'est quand même une partie importante du territoire qui va converger en termes de courrier pour faire affluer le courrier dans cette zone. Complété par une ligne aérienne, par exemple, entre Pau et Paris, postale, pour faire remonter le courrier des Pyrénées. Une ligne aérienne de Brest à Paris, de Strasbourg à Paris, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et le reste complété par la route pour le nord. Eh bien, vous aviez là, grosso modo, à la fin du XXe siècle, la façon dont le courrier était acheminé de façon nationale, lorsque, par exemple, la destination devait aller de Marseille à Brest, par exemple. Il est fondamental, ce TGV, pendant près de 25 ans, oui. Un quart de siècle. C'est court, mais intense. On est passé d'une rame et demie à 2 rames et demie au maximum de l'activité. Le TGV s'arrêtait pendant les premières années des années 80 à Mâcon, c'était juste un Paris-Mâcon. Puis il est descendu à Cavaillon, permettant une meilleure irrigation du territoire. Si, il y a eu d'autres projets, hein. La façade atlantique a été explorée, etc. Mais
très vite, la Poste a mesuré que déjà en termes de coût d'exploitation, c'était trop important. Et puis, sur la fin du TGV, il était impensable de développer cette activité alors qu'on pressentait déjà, ou on était déjà dans une culture de rétrécissement du flux courrier. La Poste sait depuis le milieu des années 2000 que le courrier va inverser sa courbe. Le milieu des années 2000. 2005, 6, 7, les choses commencent à se nouer là. Donc voilà, on est un peu moins d'une dizaine d'années avant la fin du TGV, qui est typiquement lié à ça. Fin des flux de courrier massifs, abandon de la quête absolue de vitesse terrestre. La Poste se résume à ça dans son histoire, c'est-à-dire une quête effrénée de tous les moyens de mobilité et de transport qui vont les plus vite sur Terre. Elle les a explorés dans les airs, même dans le subspatial à travers le projet fou de la fusée postale dans les années 60. Mais pour le train, c'est intimement lié à ça. Oui. Comme le dit très bien Clément Gosselin, rarement un véhicule postal, autre que le TGV, aura incarné, en un temps aussi court, une ère de services postaux. Comme le tube H de Citroën, la 2 chevaux, la 4L, le TGV jaune vers le sud symbolise une époque et une profession. Le train postal est un monde à part, mystérieux, circulant souvent de nuit, sans réel contact avec l'extérieur. Ce huis clos ne pouvait qu'inspirer le cinéma et la littérature. Il est aussi au cœur d'un fait divers retentissant, connu sous le nom de casse du siècle. L'attaque du train postal Glasgow-Londres le 8 août 1963 à Ledburn en Angleterre. Imaginez la scène. 12 wagons. À l'intérieur, 72 employés des postes qui trient le courrier. Le convoi transporte 2,6 millions de livres sterling, soit environ 50 millions de livres actuels. Vers 3 heures du matin, une bande arrête le train. Après avoir coupé les lignes téléphoniques et piraté la signalisation de la voie, il s'empare du mécanicien, décroche la locomotive et les 2 premiers wagons. Un des voleurs est retraité des chemins de fer. Il conduit alors ce convoi réduit jusqu'au Bridego Bridge. Là, la bande attaque le wagon postal, neutralise les postiers à l'intérieur à coups de matraque. Il s'empare, sans tirer un seul coup de feu, de 128 sacs remplis de billets provenant de banques écossaises et à destination des caisses de la Banque d'Angleterre. Ce train est depuis conservé au dépôt central de l'ancienne compagnie ferroviaire Great Central Railway. Il est entretenu par des passionnés des chemins de fer. Cet événement a été une grande source d'inspiration pour le cinéma et la littérature. Par exemple, Horst Tappert, le célèbre Derrick, lui-même fils d'un employé des postes, jouera dans la trilogie policière The Gentleman Beaten to Casse, le rôle de Bruce Reynolds, le cerveau de cette attaque. En France, Gérard Houry s'en inspirera pour Le Cerveau en 1969.